Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce numéro de la grande interview qui a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Mohamed Bazoum, qui est le ministre nigérien des Affaires étrangères. Excellence, tout d'abord, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes au Sénégal depuis quelques jours. Est-ce qu'on peut savoir le sens de votre visite dans notre pays? Je suis ici dans le cadre des échanges que nous sommes, j'allais dire, tenus d'avoir entre le Niger et le Sénégal. Nous avons, et je l'ai déjà dit à une autre occasion, l'habitude de rendre visite aux autres plutôt que d'entretenir des relations de ce genre entre nous, ministres africains des Affaires étrangères. Et sur l'invitation de mon collègue Mankeur Ndiaye, je viens ici pour faire avec lui et avec les autorités sénégalaises le point de notre relation bilatérale, le point de notre coopération et réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons faire pour rendre plus dense cette coopération et lui donner encore plus de substance. Aujourd'hui, en termes de bilan, est-ce que vous êtes satisfait? Non, je ne serais pas franc si je vous disais que sur le plan bilatéral, les pays africains, même lorsqu'ils sont si proches, comme c'est le cas entre le Niger et le Sénégal, entretiennent les relations qui mériteraient d'être entretenues. C'est vrai que nous sommes dans des cadres d'intégration très avancés, notamment en ce qui concerne l'UEMOA. Nous avons une monnaie commune entre nous et cela est régi par un certain nombre d'engagements mutuels et qui sont très forts. Nous sommes aussi dans le cadre de la CEDEAO où nous avons aboli les barrières douanières, tarifaires comme non tarifaires, où nous avons également libéraliser le principe de la circulation des personnes et des biens. Nous en sommes même au niveau de l'institution d'un tarif extérieur commun dans notre commerce avec le monde. Ça, ce sont autant d'avancées qui sont réelles, qui ont eu un impact sur notre destin commun. Mais à l'intérieur, sur le plan bilatéral, les échanges commerciaux restent faibles. Les échanges économiques restent en deçà de ce qu'on aurait pu faire. Et sur le plan culturel et au titre de tous les autres traités que nous avons signés dans le cadre de la coopération bilatérale, nous faisons des choses qui sont loin d'être suffisantes. Alors, Excellence, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons qui expliquent cette situation? Est-ce que c'est un manque de volonté politique de part et d'autre? Oui, ça tient à une routine dans laquelle nous nous sommes les uns et les autres complus, dont nous nous sommes accommodés, alors même que nous avons quelques instruments que nous avons signés depuis les années 70 et 80, mais ça s'est arrêté aux années 70 et 80, qui auraient pu nous donner l'occasion de rendre les flux des échanges entre nous et dans différents domaines un peu plus intenses qu'ils ne le sont. Nous avons presque 1 millier d'étudiants qui poursuivent des études dans les différentes universités et les écoles supérieures du Sénégal, ce qui est une bonne chose. Ça, c'est un vieil acquis. C'est le seul domaine dans lequel nous avons un accord que nous avons matérialisé. Mais nous avons aussi d'autres accords qui peuvent faire l'objet de matérialisation également. Et l'occasion que j'ai à la faveur de cette visite peut constituer un nouveau départ pour notre relation. Voilà, donc il y a un peu de paresse de la part de tous, une complaisance dans la routine, un manque d'inventivité. Et ce n'est pas vrai que pour la relation entre le Sénégal et le Niger, c'est vrai aussi pour la relation du Sénégal avec, du Niger du moins avec le Mali, avec le Burkina, un peu moins
il nous faut donner de la vie à nos commissions mixtes. Nous avons un accord qui institue une commission mixte entre le Sénégal et le Niger, mais elle ne s'est jamais réunie. Dans nos discussions avec Mankeur, nous avons décidé de convoquer la première session. Probablement qu'elle aura lieu l'année prochaine à Niamey, et à cette occasion, nous allons mettre un contenu dans les différents accords déjà signés et en signer d'autres pour là également aller dans le sens de leur matérialisation. Aujourd'hui également, certainement lors de vos discussions, vous avez parlé du problème du terrorisme, car la bande sahélo-sahélienne est sous l'emprise pratiquement du terrorisme. Comment vivez-vous cette situation? Oui, la question de l'insécurité de façon générale, en rapport notamment avec le développement du terrorisme dans la zone sahélo-saharienne, a constitué l'essentiel de l'agenda de la CEDEAO pour les années 2012-2013. C'est un phénomène dangereux. On en a eu la preuve avec ce qui s'est passé au Mali depuis vers la fin de l'année 2011, mais dont le point d'orgue avait été la menace très claire qu'ont exercé les organisations djihadistes sur Bamako lorsque ils s'étaient emparés de la ville de Konna et qu'ils avaient mis en place un dispositif sur plusieurs centaines de kilomètres visant à occuper le reste du territoire malien et qui devait déboucher sur la prise de Bamako. L'année 2012 a été une année de l'occupation du nord de Mali, de la séparation du nord avec le sud, une remise en cause extrêmement dangereuse par conséquent du principe de la souveraineté de l'État malien et de l'intégrité territoriale de ce pays-là. C'est une menace qui n'était pas uniquement de nature à ne concerner que le Mali. Elle devait en effet très logiquement s'étendre sur tous les autres pays. À côté, peut-être la cible qui aurait été la plus immédiate après le Mali, c'est le Niger, pour des raisons géographiques et d'autres ordres tout à fait évidents. Et nous, au Niger, nous avons pris très au sérieux cette menace et nous nous sommes mobilisés dans le cadre de la CEDEAO, mais au-delà aussi de la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ONU et dans nos relations bilatérales avec tous nos partenaires, les plus importants comme les moins importants, avec les organisations internationales comme l'Union européenne, pour demander une grande mobilisation de la communauté internationale. Et le président Issoufou était parmi les chefs d'État africains qui avaient le plus insisté, on se souvient, au début de l'année 2013, auprès du président Hollande, à l'effet de lui demander d'intervenir de façon décisive et remettre en cause le projet de l'occupation du reste du territoire malien par les organisations terroristes qui en avaient occupé déjà le nord. Et nous restons encore, aujourd'hui encore, nous restons mobilisés pour éradiquer ce fléau-là au nord du Mali, ce qui est loin d'avoir été atteint comme objectif. Mais nous sommes tout aussi mobilisés pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passe en Libye. Le pays, la Libye, comme vous le savez, est voisin du Niger, frontalier du Niger, et il se passe des choses qui sont dangereuses pour ce pays lui-même aujourd'hui, qui sont dangereuses pour nous, mais qui sont une menace pour la stabilité internationale tout simplement. Et là également, nous, le président Issoufou, moi-même, les Nigériens de façon générale, nous sommes mobilisés pour que on prenne la mesure du danger que représente le terrorisme sur cette zone sahélo-saharienne. On a comme l'impression que votre pays est entouré par une ceinture de feu. Je parle de la Libye, par là, Boko Haram de l'autre côté, mais également la menace terroriste. Comment le Niger fait pour vraiment pouvoir contenir toutes ces menaces? Vous avez raison, nous sommes un pays qui est cerné par des foyers de conflits
qui ont généré des situations de violence très dangereuses. C'est la Libye d'abord où il y a une situation de chaos total qui a résulté de la façon dont un certain nombre de pays s'étaient mobilisés pour faire chuter le régime de Kadhafi et qui n'avaient pas pris les précautions élémentaires à l'époque, vous vous en souvenez, que l'Union africaine avait préconisé. La Libye est un pays qui disposait d'arsenaux très importants qui ont été pillés. Ce sont des armes parfois extrêmement dangereuses qui sont tombées entre les mains de groupes de type carrément terroriste. On les a vus à l'œuvre dans l'est de ce pays-là, dans la région de Derna, de Benghazi et un peu plus à l'ouest. Vous avez d'autres organisations terroristes, même dans la région de Tripoli et même à l'ouest, même malheureusement à côté de la frontière tunisienne. Le sud est une zone sur laquelle l'État libyen, même le semblant d'État libyen qui a pu exister au lendemain de la révolution jusqu'à très récemment, jusqu'à la dernière élection législative du 25 juin, le sud donc, même pendant cette période-là où il y avait un semblant d'État, n'était sous le contrôle d'aucune forme d'autorité. Et évidemment, c'est devenu un peu le prolongement stratégique du nord du Mali, et c'est ici que les organisations terroristes chassées du Mali sont venues refaire leurs forces. C'est là aussi qu'elles s'approvisionnent en armes et qu'elles menacent et le Mali et le Niger. C'est par là aussi, pensons-nous, c'est de là aussi, pensons-nous, que partent les armes en direction de Boko Haram et des armes qui alimentent des théâtres de conflits, peut-être jusqu'en République centrafricaine et ainsi de suite. Nous avons aussi le nord du Mali et comme vous l'avez dit, vous avez Boko Haram. Qu'est-ce que nous avons fait? Aussitôt que nous sommes venus au pouvoir, en avril 2011, le président Issoufou a dit que nous devons avoir le regard tourné vers le nord, vers ce qui se passe en Libye, et nous devons prendre des mesures de nature à prévenir les risques que nous pouvons deviner, qui étaient tout à fait nets à nos yeux. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons repensé l'occupation militaire de notre territoire. Nous avons renforcé les moyens des capacités opérationnelles de notre armée, de notre police, de nos services de renseignement. Nous avons dû acquérir plus d'armement que nous aurions dû le faire. Nous avons acquis plus de matériel roulant. Nous avons acquis même des avions, nous avons acquis des hélicoptères, nous avons acquis des avions de chasse. Nous avons repensé notre dispositif de l'occupation de l'espace dans le nord parce que nous avons désormais une menace et qui a commandé une riposte totalement différente de l'époque où il n'y avait pas cette menace. Nous avons aussi pris des mesures de gouvernance en rapport avec cette situation pour exorciser certains des risques que nous pouvons déjà appréhender. Et nous avons développé une coopération dans le domaine du renseignement et de la sécurité avec certains de nos partenaires, notamment français et américains. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif en matière de capacité de renseignement et en matière de réaction sur le plan strictement militaire, opérationnel, totalement inédite, qui n'a plus rien à voir avec la situation telle que nous l'avons découverte, telle que nous l'avons trouvée, pardon, le 7 avril 2011, lorsque le président Issoufou avait prêté serment. Ce sont toutes ces mesures de prévention que nous avons prises, ce sont toutes ces mesures au moyen desquelles nous avons anticipé les choses et qui ont fait que nous ayons pu faire face au flux de jeunes Nigériens et Maliens armés qui étaient dans les forces de Kadhafi et qui s'étaient démobilisés
consécutivement à sa chute à lui. Ce sont ces mesures qui nous ont permis de faire face à cette situation, de la gérer et de nous en sortir beaucoup mieux que n'ont pu le faire nos frères du Mali. Ce sont cela les choses que nous continuons à faire aujourd'hui en restant extrêmement vigilants, en nous disant que à tout moment, ce qui se passe en Libye peut déborder la frontière et venir chez nous, de même que ce qui se passe au Mali. Alors, Excellence, nous allons aborder maintenant la situation dans votre pays. Aujourd'hui, votre pays est secoué par l'affaire des bébés importés. On accuse votre régime de vouloir utiliser cette affaire. Je vous vois déjà sourire pour éliminer un adversaire politique. Qu'en est-il exactement? Écoutez, franchement, moi, j'en souris, peut-être ai-je tort, je n'en sais rien, mais il se trouve malheureusement que depuis l'été 2012, un certain nombre de nos compatriotes se sont mis, parce qu'ils sont entrés dans des réseaux à cet effet, à aller au Nigeria et importer des enfants. Beaucoup de couples stériles se sont mis à importer systématiquement chacun une paire d'enfants, en général un garçon et une fille. C'est un phénomène qui a pris des allures importantes, massives, et la justice s'en est occupée. Il se trouve que au nombre de personnes qui ont, selon les enquêtes de la police judiciaire et de la justice au Niger, il se trouve qu'au nombre de ces personnes qui ont importé ces enfants dans ces circonstances, dans des usines de production d'enfants qui ont été fermées après que la police judiciaire nigérienne a mis en évidence leur existence, il se trouve qu'il y a aussi un homme politique, M. Hama Amadou. Sa femme, en août 2012, s'était rendue au Nigeria selon le même procédé que toutes les autres femmes, et elle est revenue de ce pays avec 2 enfants, un garçon et une fille. Ils sont mariés avec Hama depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Tous ces couples-là ont la réputation, pour ceux d'entre eux du monde qui ont des moyens importants, d'avoir tout tenté, d'être allés en Europe, d'avoir contacté les plus grands laboratoires compétents en la matière, sans succès. Mais les voilà tous systématiquement. Il y a un seul homme qui a pu en 2 mois disposer de 6 enfants. Il avait 3 femmes qui sont toutes âgées de 60 ans et plus de 50 ans en tout cas, mais 2 au moins de plus de 60 ans, qui s'est retrouvé avec 6 enfants en l'espace de 2 mois. La justice, la police a fait des enquêtes. Elle a découvert que dans 2 États du sud du Nigeria, il y avait des espèces de maisons closes tenues par de commerçants véreux, une femme en l'occurrence, pour l'hôpital soi-disant le plus réputé, et qui cantonnait des jeunes filles, qui mettaient dans le harem des garçons. Ça fait extrêmement mal quand vous voyez la rétribution qui est faite à ces jeunes filles qui portent les enfants pendant 9 mois et qu'on leur arrache le jour où elles les ont mises au monde, on les congédie et on les vend. On les vend très cher. Et c'est que notre police a mis en évidence. Ces femmes qui ont amené ces enfants-là dans ces circonstances par le même canal, parce qu'il s'agit d'un réseau dont tous les acteurs ont été arrêtés, toutes ces femmes-là ont été interpellées par la police judiciaire et ont été confiées à un juge qui a envoyé des commissions rogatoires au Nigeria, qui ont été exécutés, qui ont établi des faits. Et aujourd'hui, la justice du Niger se prépare à les juger. Et toutes ces personnes, elles sont presque une vingtaine, les femmes en question, et leurs maris aussi ont fini par être arrêtés parce qu'ils ont été, dans le cadre de l'instruction de l'affaire,
accusé de complicité, de soupçon d'enfant, ou je ne sais pas quel est le terme exact qui est utilisé. Et toutes ces femmes-là, on a commis des médecins pour qu'ils établissent qu'elles aient pu en effet accoucher. Et tous les rapports qui ont été faits par les médecins, je crois qu'il y a eu 3 expertises, ont établi que ces femmes n'ont jamais accouché, et pour la plupart d'entre elles, sinon pour toutes, ne peuvent pas accoucher, pour diverses tares qui sont contenues dans les rapports qui ont été établis par les médecins selon les juges. Ils vont être jugés, mais les juges leur ont donné aussi une autre possibilité à la fin, parce qu'il se pourrait que les expertises faites par les médecins à partir des moyens d'échographie et autres ne soient pas suffisants. Le meilleur procédé, en l'occurrence, pour montrer que l'enfant appartient à sa mère, c'est le test ADN. On prend un cheveu de l'enfant, un cheveu de la femme, on les compare. Si le résultat atteste que cet enfant est de cette femme, le juge la relâche sur le champ. Et aucune de ces femmes n'a accepté qu'on fasse le test ADN. Pendant longtemps, nous avons cru qu'il s'agissait d'un grand réseau de duperies où on fait croire aux femmes qu'il y a des procédés magiques par lesquels on les fait accoucher. Et si c'était le cas, elles auraient à leur décharge le fait qu'elles aient été dupées. Mais le fait qu'elles refusent le test de l'ADN prouve probablement qu'elles n'étaient pas tout à fait dupes de ce qui s'est passé. Elles avaient 4 rendez-vous de suite et c'est au 4e qu'on leur livre l'enfant. Il y avait 3 parmi elles lorsque la police judiciaire avait établi les faits, qui avaient des rendez-vous, et pour chacune on savait le nombre d'enfants qu'elles devaient ramener. Et lorsqu'ils leur ont expliqué qu'elles ne doivent pas partir, 2 ne sont pas parties, elles n'ont pas accouché aux dates de leur rendez-vous. La seule qui est partie, elle est revenue avec l'enfant de sexe masculin qu'on lui avait promis et que la police savait. Voilà un peu le problème. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que vous utilisez cette affaire pour éliminer un adversaire politique? Écoutez, nous n'avons pas plus de faculté à répondre adéquatement à une telle question que vous, que n'importe qui. C'est un citoyen comme les autres. Sa femme a été prise dans le cadre de cette affaire. Si elle n'a pas commis le délit ou le crime du trafic d'enfants, rien ne lui arrivera. Et si elle est impliquée dans cela, est-ce qu'elle doit échapper à la justice? Est-ce que parce qu'on est politique, on a des privilèges et même on a la possibilité d'échapper tout simplement à la justice, pas que des privilèges en l'occurrence. C'est-à-dire que le fait que nous sommes des hommes politiques doit-il nous rendre impunis et doit-il nous positionner au-dessus des lois? Et le risque que nous nous voyons accuser, nous, de ce que lui, il prétend, devait-il nous persuader de ne rien entreprendre contre lui et épargner par conséquent sa femme et l'épargner lui-même? Je pense que sur cette question qui n'est pas que politique mais qui est morale, nous, comme autorité du Niger, nous n'avons pas plus de faculté à répondre adéquatement que n'importe quel humain qui serait interpellé ou qui suit cette interpellation dont nous sommes l'objet. Alors lui déjà, il a pris la fuite et il parle de cabale. Oui, mais pourquoi il devait fuir s'il sait que, comme il le prétend, sa femme a mis au monde ses enfants? Moi, je suis convaincu que le plus humble des Nigériens, si on venait à son domicile pour arrêter sa femme en disant que ses enfants ne lui appartiennent pas, se battrait avec toute la force qu'on peut imaginer dans le cas des situations de ce genre pour faire valoir le fait que les enfants appartiennent à sa femme et qu'on ne l'arrête pas un seul jour, à plus forte raison qu'on la retienne en prison. S'il n'avait pas commis cette faute, lui, de se rendre complice
d'un trafic d'enfants achetés à de malheureuses filles qui vendent la portée de leur ventre pour vivre, si comme homme politique qui aurait dû avoir une autre morale et une autre éthique puisqu'il prétend diriger tout un pays, si donc il n'avait pas été coupable de ces choses-là, personne n'aurait pu le poursuivre pour ce délit-là. Donc au fond, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Comme homme politique, lorsque nous avons les ambitions qui sont les siennes, nous devons nous garder de faire certaines choses, de peur justement qu'elles ne nous rattrapent. Je pense que s'il y a un fautif, ce n'est pas nous, c'est bien lui. Et nous disons d'ailleurs, est-ce que comme adversaire, parce qu'il est effectivement, lui, il n'est même pas loyal dans l'exercice du jeu, de la démocratie, du rôle d'un opposant. Est-ce que pour un homme qui, on le sait, et qui a recours à des moyens qui sont loin d'être conformes aux règles et aux exigences de la démocratie, et lorsque on laisse la justice suivre son cours pour une affaire de droit commun qui le concerne, on est en faute. Non, le fautif c'est lui, il ne faut pas qu'il inverse les choses. Alors, ce n'est pas la première fois, vous l'aviez même accusé de fomenter un coup d'État. Est-ce que vous détenez des preuves par rapport à ça? Moi, je ne suis pas le genre à porter des accusations graves aussi facilement. Je sais une seule chose, c'est que Mahamadou a contribué à l'élection du président Issoufou. Il était président de l'Assemblée nationale, il était associé au pouvoir, il avait des ministères très importants, il avait des directions d'entreprises publiques très très importantes. Il avait 2 affaires de justice qu'il traînait et qui datent de l'époque où il était Premier ministre. Il avait été accusé par le président dont il fut le Premier ministre pendant 7 ans d'avoir détourné des fonds destinés à la presse. Il avait ce dossier qui est en justice. Il nous a demandé de lui permettre de désigner le président de la Haute Cour de justice, la députée qui devait être président de la Haute Cour de justice, qui nous revenait parce que la Cour de justice à l'Assemblée nationale est élue à la proportionnelle. Nous, PNDS, ayant le plus grand nombre de voix, nous devons avoir cette présidence. C'est ça la pratique chez nous. Mais lui, comme allié, puisqu'il avait ce dossier, et nous le savons, il a fait cette démarche de lui donner la présidence de la Haute Cour de justice. Nous n'avons vu aucun inconvénient, sachant l'usage qu'il veut en faire. Nous lui avons donné et son dossier a été vidé. Si nous le voulions du mal, nous n'aurions pas accepté de lui faciliter, de vider son dossier. Il avait une autre affaire. Il avait été accusé d'avoir incendié le véhicule d'un de ses adversaires à l'époque où il était tombé en disgrâce, après qu'il fut Premier ministre pendant 7 ans, qui était à la cour d'appel de Niamey. Et il y avait un procureur qui ne lui inspirait pas confiance, le procureur général nommé par nous-mêmes. Il a exigé du président de la République qu'il le relève avant le mardi. L'affaire est enrôlée, programmée pour un certain mardi. Le vendredi, il m'a appelé moi comme président de parti. Allié, et lui-même, nous sommes rendus chez le président de la République. Il a exigé du président vendredi de s'arranger pour que le lundi, il relève le procureur général près la cour d'appel de Niamey. Et le président lui a dit, mais ton affaire, ce sera l'affaire d'une cour composée de 3 personnes. Il n'est que procureur. Il ne peut pas faire un plaidoyer comme procureur, contraire à ce que nous aurions souhaité, si tant est que nous devrions intervenir. De quoi tu as peur? Il dit non. Je ne veux pas que ce type-là soit là. Moi, je vais être sûr que mon affaire passe comme lettre à la poste. Le président lui a dit que c'est difficile. Moi, j'ai été témoin, nous sommes 3. Il a dit, c'est lui ou c'est moi, et tu dois choisir. Le président était obligé d'accepter cela. Le lundi, et le président a débarqué le procureur général. Si c'est vrai que nous voulions lui faire du mal, ce jour-là aussi, nous aurions pu lui faire du mal.
nous lui avons tout donné. Nous avons fait droit à toutes ses fantaisies, d'un bout à l'autre. Mais cela n'a pas suffi parce que dans sa tête à lui, le mandat du président Issoufou devait durer 2 années et demie. Après 2 années et demie, il devait pactiser avec l'opposition, ce qu'il a fait, et renverser par une motion de censure le Premier ministre, mettre en place un nouveau gouvernement. Il aurait été, lui, l'homme fort, il aurait désigné le Premier ministre, et il a mis en marche ce projet-là. Nous y avons fait échec au cours du mois d'août 2013, parce que son agenda, lui, c'était que tout cela va se passer en octobre 2013, pendant la session budgétaire de cette année-là. C'est ça que je sais de lui, c'est qu'il avait voulu écourter par ce procédé le mandat du président de la République. Il voulait confiner le président dans une fonction purement protocolaire, à inaugurer les chrysanthèmes. Lui, il aurait paru comme l'homme fort, le génie qui a mis Issoufou en cohabitation, et pour que, à l'élection de 2016, il se présente avec cette force qu'on lui reconnaîtra, avec ce génie qu'on lui reconnaîtra, et à contrario, on verra en Issoufou comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un qui n'a même pas pu maintenir toutes ses prérogatives dans le cadre du régime à la tête duquel pourtant il avait été élu au suffrage universel direct du peuple, et ainsi de suite. Ça, je lui reconnais ça. Je sais également que pour y avoir échoué, parce que tout simplement, il n'a pas pu avoir la majorité, bien qu'il ait pactisé avec l'opposition, bien qu'il ait cru qu'il avait acquis les 30 députés de l'opposition, lui ayant 25, ça lui fait 55, et qu'il a eu 2 autres députés d'un petit parti de notre mouvance que nous connaissons également. Lorsque la session était arrivée, il a compris que le MNSD, c'est-à-dire le parti de l'opposition, s'est fissuré, que 13 sont venus chez nous, 13 sont restés avec lui. Son calcul avait totalement été faussé. Et il avait décidé de faire, évidemment, d'user d'autres moyens pour accéder au pouvoir. Et au mois de mai, il avait tenté en effet une insurrection. Il l'avait tenté, il avait organisé une manifestation d'étudiants à partir de 14 heures, sans qu'elle ait été annoncée, sans qu'elle ait été programmée. Ils ont fait une casse qui a porté sur un certain nombre d'édifices publics, sur plus de 300 véhicules. Nous avons arrêté 70 étudiants ce jour-là. 53 étaient étudiants, les autres étaient des militants de son parti, qui n'ont rien à voir avec l'université, pour certains qui ne sont même pas allés à l'école. Le lendemain, ils ont tenté un attentat contre la maison d'un des députés qui est très opposé à lui aujourd'hui. Et ils sont sortis dans les rues de Niamey le surlendemain avec des bidons d'essence, des pneus, ils ont tenté des choses. Ça fait flop. Nous avons arrêté un certain nombre de personnes et probablement qu'à l'époque, et c'est ce qu'ils disaient, à leurs militants, vous savez que tant que vous êtes couchés, qu'il ne se passe rien, l'armée n'interviendra jamais. Vous savez qu'au Niger, il y a eu 3 coups d'État depuis la démocratie. Et chez eux, voilà ce qu'ils disent, qu'au fond, si tout se passe bien, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il ne s'est pas passé une semaine sans que les élèves à Niamey n'aient fait des casses. Il ne s'est pas passé une seule semaine. Il a essayé de nous déstabiliser comme ça. Et c'est lui. Tout cela nous amène qu'il a eu cette tentation chez lui il allait même jusqu'à vous accuser de vouloir l'assassiner. Oui, malheureusement, il est coutumier de cette accusation. À l'époque où lui et nous, on était dans l'opposition contre le régime de Barré Maïna Sara, il avait accusé le général Barré de vouloir l'assassiner. Lorsque lui, il était dans l'opposition et nous, on était au pouvoir au lendemain de la conférence nationale, ils avaient engagé ce qu'ils appelaient la désobéissance civile, mais lui s'est toujours arrangé pendant cette période d'être à Ouagadougou parce qu'il expliquait aux gens que lui, on l'assassinerait s'il restait à Niamey. Il fallait qu'il prenne quelques précautions, lui, le génie. Et puis, lorsque Tanja l'avait déchu, qu'il n'en était plus le Premier ministre, là également, il avait annoncé que Tanja veut l'assassiner, il veut l'amener à Zender pour le mettre en prison et l'assassiner. Et le jour où il nous a quittés, il a organisé un certain nombre de meetings, c'est-à-dire au cours de l'année 2013, et
dans un des meetings de quartier de la rive droite de Niamey, il avait annoncé qu'on va l'assassiner et qu'on va utiliser à cet effet un transitaire qui est à Zender. Il a dit ça et le soir même, il a voyagé sur Téhéran. Le lendemain, chez lui, on a annoncé qu'il y a eu des tirs. Nous sommes allés, on a trouvé une balle dans son domicile. Et puis, bon, les policiers qui le gardent, tous ont dit qu'eux n'ont pas entendu de coups de feu. Il y en a deux qui ont dit qu'ils ont entendu des coups de feu, mais quand ils ont été amenés à la police judiciaire, ils se sont rétractés. C'est ça qu'il appelle sa tentative d'assassinat, alors que nous savions que lui, il était couché ce soir-là à Téhéran et que, n'ayant pas le don de l'ubiquité, il ne pouvait pas être sur son lit pour qu'on puisse le tuer ici. C'est ça qu'il appelle la tentative de son assassinat. Puis par la suite, une autre fois, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il nous a accusés d'avoir donné un poison jaune à des personnes qui devaient le mettre dans une bouillie ou je ne sais quoi pour le tuer. Et puis, là, dernièrement, lorsqu'il avait fui, il a dit qu'on a commandé un poison de Libye et on se proposait de l'assassiner. Il est un peu fantaisiste et farfelu, excusez-moi, et il dit des choses comme ça de ce genre. Nous sommes habitués à l'écouter se rendre si ridicule, mais croyez-moi que ni les autres avant nous, ni nous encore moins, n'avons envisagé de l'assassiner. Il est le seul à parler de meurtre et d'assassinat, toujours lorsqu'il est dans l'opposition. Nous sommes restés plusieurs années dans l'opposition, 15 ans, nous avons pu par moments avoir des situations de tension avec le pouvoir, mais jamais, même lorsque Tanja voulait faire son passage en force, nous ne l'avons accusé d'intention criminelle à notre encontre, tout comme lorsque nous luttions contre le général Barré, et qui était un militaire, nous n'avons jamais porté contre lui de telles accusations. Mais lui, il est coutumier parce que c'est un homme qui n'est pas courageux et puis il le prouve de toute façon. Alors, Excellence, il y a également le cas Abdoulabou qui est en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la route libre pour le président Issoufou? Abdoulabou était un de nos alliés. C'est une des personnes qui ont été prises dans cette affaire de bébés trafiqués. Malheureusement, je le dis pour la première fois ici, son épouse faisait partie des 3 qui ont été prévenus qu'elles ont un rendez-vous pour ramener des enfants. Les 2 autres ont suivi le conseil de la police judiciaire qui les avait dissuadés d'aller au Nigeria récupérer les bébés. Elle était la seule à n'avoir pas obtempéré. Et le résultat, c'est cela. Donc, c'est notre allié, et s'il est en prison, nous nous sommes fait du mal. Or, si sa femme avait écouté le conseil de la police judiciaire, rien ne lui serait arrivé. Donc vous voyez que nous avons voulu empêcher. Lorsque la police a compris que sa femme n'a pas tout à fait écouté ses conseils, le ministre de l'Intérieur l'a convoqué pour lui dire « Monsieur le ministre, votre femme va aller le 16 mai récupérer un bébé, il faut l'en dissuader. » Il a promis de le faire, il ne l'a pas fait. Donc nous ne pouvons pas, après avoir fait tout cela, aujourd'hui accepter qu'on nous dise que nous avons voulu l'arrêter juste pour donner plus de crédibilité au fait que nous voulions arrêter Hama Amadou, encore moins parce que tout simplement nous avons voulu l'éliminer politiquement. Alors, Excellence, aujourd'hui, on a vu une très belle transition démocratique réussie pour l'installation à la présidence du président Issoufou, mais certains pensent qu'il y a un glissement, un durcissement de votre régime, parce qu'on va tout droit vers une élection présidentielle. Oui, écoutez, jusqu'en août 2013, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de bras de fer. Nous avons une situation très calme. En août 2013, il y a eu le gouvernement d'union nationale. Mais pourquoi nous avons eu cette idée du gouvernement d'union nationale? C'est que nous sommes au courant des tractations faites par Hama pour se rabibocher avec ses anciens camarades du MNSD. C'était de notoriété publique, en effet, car toute
en étant dans notre coalition de la majorité, que nous appelons la MRN, tout en ayant accepté que nous décidions que nous ne partions pas dans les manifestations de l'opposition, qu'eux ne soient pas conviés à nos manifestations. Pour quelle raison? C'est moi qui ai fait cette proposition qui avait été acceptée par tous, parce que je leur ai dit, on a une fâcheuse tradition d'inviter nos amis de l'opposition et de nous en prendre à eux dans nos déclarations en leur présence. Eux aussi, ils ont la fâcheuse habitude de nous inviter, nous allons nous-mêmes nous présenter là-bas, nous sommes assis et ils se mettent à nous insulter. Je leur ai dit, moi, comme président du PNDS, je ne supporte pas ça. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères, je sais ce que le protocole veut dire, et il n'est pas bien séant d'inviter quelqu'un et l'insulter. Et donc, il faut que nous évitions de nous rendre aux manifestations politiques les uns des autres. Nous pouvons entretenir des relations conviviales, cordiales, mais dans d'autres cadres, pas dans les cadres politiques. Au demeurant, nous avons ce que nous appelons le Conseil national de dialogue politique, où nous nous retrouvons pour tout ce qui concerne un certain nombre de questions, et notamment les questions en rapport avec le code électoral, avec la loi électorale. Mais Amadou a contrevenu à cette règle pour aller au meeting du MNSD en public lorsqu'il faisait l'effort de se réconcilier avec Tanja. Tanja était son président. Il a participé à sa chute par le vote d'une motion de censure dont nous avons eu l'initiative, mais nous avions 25 députés seulement. Sur 113, la majorité c'est 57, nous avons eu presque 60 députés ce jour-là, simplement parce que nous avons reçu un coup de pouce des gens de sa majorité. Et depuis ce jour-là, Tanja a refusé de le recevoir. Puis par la suite, il a fini par le mettre en prison. Et il ne l'a plus jamais reçu. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il cherche à aller rencontrer cet homme pour lui présenter ses excuses? Nous avons pensé que c'était plutôt le coupable qui présente ses excuses à la victime, mais pas inverser les rôles. Alors, il était allé au meeting du MNSD pour présenter ses excuses à Tanja et au MNSD. Puis il a organisé une autre manifestation de son propre parti. Il a invité les partis de l'opposition et le MNSD, qui est le parti de son ancien parti, son délégué a pris la parole pour dire qu'avec le parti de M. Hamamadou, nous sommes des partis frères. Et il a coupé la parole pour lui dire que nous ne sommes pas que des frères, nous sommes des jumeaux. Et il était dans cette ambiguïté quand à l'Assemblée nationale, lorsqu'il pensait que les conditions étaient réunies vraiment pour qu'il fasse des pas décisifs, c'est peut-être des engagements qu'il a pris avec ses partenaires avec qui il discutait, il s'est mis à voter systématiquement contre nous et à voter avec l'opposition. Nous sommes devenus à l'Assemblée minoritaire. Face à cela, le président Issoufou a estimé qu'il fallait parce que, sachant que à l'échéance de la session d'octobre, Hamas se proposait de déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement, il fallait trouver une parade. La parade que nous avons trouvée, c'était cette idée du gouvernement d'union nationale. Le président a convoqué M. Seyni Omar, président du MNSD, pour lui faire la proposition. Il en a accepté le principe. Nous avons commis 3 camarades de chez nous, 3 de chez eux, dont son secrétaire général, et nous avons envoyé le directeur de cabinet du président de la République. Ils ont travaillé pendant 2 mois, ils sont tombés sur un accord, ils ont dit tout ce qu'ils veulent et nous l'avons accepté. Et nous devrions signer ça. Nous nous sommes entendus sur le protocole de la signature et il y a eu la consultation chez eux au niveau du bureau politique de leur parti. Le 25 juillet, ils ont accepté d'adhérer au gouvernement d'union nationale et ont chargé M. Seyni Omar, le président, d'aller en rendre compte au président pour qu'on mette en œuvre le protocole sur lequel nous nous sommes entendus dans le cadre de la discussion à 3-3. Et ce jour-là, il était venu demander qu'on lui donne le poste de Premier ministre, qu'on donne ça à son parti, ce qui n'était pas prévu dans l'accord. Le président a dit qu'il n'est pas d'accord. Et lorsqu'il est sorti, nous avons appelé le chef de sa délégation, le chef de notre délégation aux discussions bipartites, appelé son secrétaire général, M. Albadé, pour lui dire, mais c'est quoi cette exigence nouvelle que vous sortez comme ça aujourd'hui, comme pour faire échec à la mise en œuvre de l'accord que nous sommes sur le point de conclure. On a même fixé la date pour la signature de l'accord en question. Il a dit, mais nous, on n'a jamais parlé de cela, on ne l'a jamais demandé. Vous nous avez dit que nous aurons 7 ministères, c'est ça. Nous sommes convenus que nous aurons 7 ministères.
le PNDS 9, le parti de Amadou 6 et ainsi de suite. Ils disent c'est ce que nous savons. Depuis ce jour-là, figurez-vous que M. Seyni Omar, président du MNSD, n'a plus adressé la parole à son secrétaire général, lequel a dit que lui, ces discussions de 2 mois et ce dont il était convenu avec la délégation du président de la République l'engage. Et il reste sur cet engagement. Et il a accepté de participer au gouvernement lui-même et de personnes éminentes de son parti qui occupent des responsabilités très très importantes. C'est comme ça que le MNSD s'est retrouvé divisé en 2. Ça, ce n'est pas notre faute à nous. Le parti, M. Hamma, on lui avait fait, et on lui avait donné 6 postes, alors qu'il en avait 5, mais il a refusé d'accepter d'entrer au gouvernement. Il s'est retiré, mais certains de ses ministres sont restés, dont son secrétaire général, dont son premier vice-président, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, nous étions dans la situation de ceux qui avaient peur qu'ils perdent la majorité. Et la seule parade qu'ils avaient eue à cet effet, c'était de proposer un gouvernement dans lequel tout le monde aurait eu des places qu'il aurait renforcées, qu'il aurait fait contribuer au pouvoir. Et ça aurait été une perspective assez problématique pour la réélection du président Issoufou. Mais eux, ils étaient pressés. Ils pensaient qu'ils pouvaient avoir le pouvoir dès le mois d'octobre déjà. On était, je vous disais, au mois d'août. Et ce sont eux qui ont fait l'option de la situation actuelle que nous avons à gérer. Elle a un grand inconvénient, en effet, pour nous, de nous faire paraître comme des hommes qui se sont arrangés pour éliminer leurs adversaires. Mais dans les faits, lorsque vous regardez de près et que vous suivez les explications que je viens de vous donner, vous comprendrez que nous n'avons aucune faute dans cette situation. C'est eux qui l'ont voulu parce qu'il y a eu de leur part une fausse manœuvre. Ils étaient convaincus, croyez-moi, M. Niang, qu'au mois d'octobre, nous chuterions. Ça ne s'est pas réalisé. Le reste a été à conséquence de cette situation-là. Alors, Excellence, aujourd'hui, à 2 ans de l'élection présidentielle, en termes de bilan économique, vous avez signé déjà un nouveau contrat avec Areva, à travers une confrontation épique entre la France et vous-même, vous avez tenu à revoir ce contrat. En termes de réalisation économique, est-ce que vous pensez que vous avez un bilan positif à soumettre à l'appréciation des Nigériens? Absolument. Nous avons fait des choses tout à fait significatives. Je n'aime pas utiliser les superlatifs, moi, mais croyez-moi que le Niger, 5 ans après que nous avons pris le pouvoir, sera un pays qui aura acquis des choses considérables. La première des choses de notre bilan dont nous nous prévalons, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le domaine sécuritaire, d'avoir pu faire en sorte que nous ayons un pays et qu'il soit debout. C'est relève du miracle, tout simplement. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une gouvernance tout à fait avisée. Et c'est cette même gouvernance, justement, qui a été au principe des différentes mesures économiques que nous avons eu à prendre et dont les retombées sont notables aujourd'hui. Nous avons considérablement amélioré nos recettes malgré un contexte de déprime très forte du cours de l'uranium sur le marché international, consécutivement à ce qui s'est passé à Fukushima en 2011 au Japon. Ça avait conduit, vous le savez, à la fermeture de toutes les centrales nucléaires au Japon et ça a eu un écho terrible, désastreux, parce que beaucoup de pays ont renoncé à leur programme nucléaire. Et ça a eu pour effet de faire baisser littéralement les cours de l'uranium et de baisser les ventes aussi de cette matière première. Ce qui nous amène à des moins-values importantes sur le plan budgétaire et surtout à remise en cause la mise en œuvre du grand projet de l'exploitation de la mine du Mouraren qui nous aurait permis de multiplier par 2 notre production d'uranium et d'autant par conséquent nos recettes à l'époque si tout devait rester en l'état en termes de prix. Malgré ce contexte-là, aujourd'hui nous avons un taux de croissance
appréciable, et il a été de 11% l'année où nous avons pu mettre en marche la raffinerie de pétrole. Il est de 5% cette année. De façon concrète, nous avons construit plusieurs milliers de kilomètres de routes bitumées. Nous avons construit 3500 classes chaque année. Nous avons construit plus de 3000 points d'eau modernes chaque année. Nous avons construit des centres de santé intégrés à un nombre infiniment supérieur à la moyenne qui avait été réalisée jusqu'à présent, même sur les 10 dernières années d'avant nous, qui était celle de l'époque où M. Amadou et ses amis étaient au pouvoir. Nous avons recruté plus de 30 000 fonctionnaires, alors que de 1990 à 1999 à 2010, c'est-à-dire les 10 ans du pouvoir de M. Tanja et Hamamadou, ils avaient recruté un peu moins de 10 000 fonctionnaires. Nous, en 3 ans, nous avons recruté plus de 36 000 fonctionnaires. C'est une moyenne de 12 000 fonctionnaires par an. Nous avons, dans le secteur privé, créé des emplois presque du même niveau que ce que nous avons créé dans le secteur public. Nous avons fait passer la masse salariale pour ce qui concerne la fonction publique de 96 milliards à 210 milliards. C'est parce que nous avons des recettes que nous pouvons faire face à des charges de ce genre-là. Nous avons donné, donc, comme vous le voyez, beaucoup d'emplois à des jeunes qui n'en rêvaient plus, tout simplement. La première des mesures symboliques à cet égard, prise par le président de la République, c'est que le jour où il est venu, il y avait une grève très longue des médecins. Nous avons découvert qu'au total, nous disposions dans la fonction publique de 350 médecins. Il y avait 630 qui étaient au chômage. La première des mesures que le président Issoufou a prises, c'était de les intégrer le même jour à la fonction publique et de décider qu'il n'y a plus d'obligation d'accomplir 2 années de service civique pour les médecins pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Nous avons pu même faire réaliser le grand projet du chemin de fer entre nous et le Bénin. Nous sommes un pays de l'Interland, comme vous le savez, très enclavé, dont l'économie se ressentait justement des charges de coûts de transport très élevés. Ça fait que nous avons beaucoup de produits que nous ne pouvons pas exporter parce que nous n'en avons pas les possibilités physiques, tout simplement. Et le coût de transport, lorsque c'est assuré par un véhicule, par les camions, est très très cher. Donc nos produits ne sont pas concurrentiels. Les produits que nous importons nous coûtent très cher. Là, avec le chemin de fer, cette situation va totalement changer. Et ce projet du chemin de fer est un projet porté par le président Issoufou, qui en a convaincu les chefs d'État de la sous-région, qui en a convaincu le gouvernement français, qui nous a aidés, qui nous a permis d'avoir des contacts avec M. Bolloré et qui a accepté de le financer aujourd'hui. Et ça s'est fait en PPP, partenariat public-privé. Nous avons un bilan dans bien d'autres secteurs sur lesquels nous pouvons aller dans le détail, et notamment dans le domaine de l'agriculture, avec ce que nous appelons l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et dans le domaine de la lutte contre la faim, atteint les objectifs du millénaire du développement à cet effet, du fait de l'accélération des mesures économiques et sociales prises par le président Issoufou sur les 3 ans qu'il est au pouvoir. Ce sont des statistiques qui se sont conformées à partir des annonces qui ont été faites par la FAO et par le PNUD. Voilà, si vous voulez, certains aspects de notre résultat et de notre bilan que nous allons faire valoir devant le peuple. Nous avons en plus un grand programme de modernisation de la ville de Niamey. Ceux qui connaissent Niamey savent que Niamey est en grand changement. Ça va encore se sentir dans les 2 années à venir, avant l'élection de l'année 2016, et ainsi de suite. Donc, mais nous restons évidemment une économie marquée par
les difficultés du contexte international, mais nous ferons des taux de croissance conséquents. La dernière question, Excellence, vous êtes le président du PNDS. Alors, vous allez vers une élection présidentielle. Vous êtes convaincu que vous pouvez passer au premier tour? Non, nous ne sommes pas convaincus que nous passerons au premier tour. Nous ne l'avons jamais prétendu. Il se peut que ce soit le cas. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Nous ne faisons pas une fixation sur cet objectif-là. Le plus important pour nous, c'est d'améliorer le score du président Issoufou au premier tour de l'élection présidentielle. Il avait 36%, après que nous sommes restés 15 ans dans l'opposition, parfois très dur, mais nous sommes un parti qui a commencé en 1993 avec 15%. En 1999, nous sommes passés à 21%. En 2004, nous sommes passés à 24%. En 2011, nous sommes passés à 36%. Nous sommes un parti qui a été en croissance régulière parce que nous avons élargi notre base, parce que le président Issoufou a assuré une excellente gouvernance qui a préservé l'unité du parti et qui lui a donné de la crédibilité, qui l'a renforcé. Et notre objectif, c'est de pouvoir bénéficier de bonus liés à un exercice vertueux du pouvoir et qui a donné d'excellents résultats. Et ça doit pouvoir être quelques points supplémentaires sur les 36%. Combien ce sera, nous n'en savons rien. Mais moi, comme président du parti, je considérerais que j'aurais échoué si, à l'issue de cette élection, le président Issoufou ne fait que 36%. Ça veut dire que nous n'avons pas élargi notre base. Nous avons toujours été un parti d'opposition. Notre base n'est pas la base traditionnelle d'un parti au pouvoir. Cette couche, ces sphères de la société qui sont légitimistes, qui sont attachés au pouvoir, nous étaient hostiles en 2011. Maintenant, nous sommes pendant 5 ans au pouvoir. Nous avons pu accès à ces sphères de la société. Elles vont nous soutenir, elles aussi. Donc notre base s'est élargie de ce côté-là, parce que ça, c'était une sphère à laquelle nous n'avons pas eu accès. Toute la sphère des chefferies traditionnelles, des marabouts, des leaders traditionnels qui se reconnaissent en tout pouvoir, quel qu'il soit. Ces gens-là se reconnaîtront en nous et nous conforterons notre base, nous l'élargirons de ce côté-là. C'est une sphère extrêmement importante. Quel en sera l'impact en termes de voix, je n'en sais rien, mais si nous n'avons que 36%, ce serait un grave échec pour moi. J'en suis convaincu. Donc, je me battrai pour que nous engrangions tous les bénéfices liés à notre gouvernance, à nos résultats, et ça nous amènera au-delà de 36%. Est-ce que ça fera 50%? Je n'en sais rien. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, parce que nous avons aussi un autre défi qui est de consolider notre majorité d'aujourd'hui et de pouvoir compter, parce que nous aurions été exemplaires à leur égard, sur le soutien des partis qui nous ont aidés à accéder au pouvoir et qui nous ont accompagnés dans l'exercice de ce pouvoir pendant les 5 ans. Voilà le double défi. Accroître le score du président dans le cadre des suffrages qu'il peut recueillir au titre du PNDS directement, nous assurer du soutien au deuxième tour de tous nos alliés d'aujourd'hui. Et lorsque nous nous assurons de ces deux choses-là, nous sommes convaincus que nous avons beaucoup de chances de rester au pouvoir. Mais nous allons veiller à ce que les élections se passent de façon transparente. Elles sont organisées par la CENI. Le processus a déjà commencé. Nous sommes en train de mettre en place un fichier biométrique dans le cadre du Conseil national du dialogue politique. Les structures à cet effet ont déjà été mises en place, malgré la tension actuelle à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Ça s'est passé de façon consensuelle. Ce sont ces structures-là qui vont se charger de l'organisation des élections. Nous allons veiller à ce que cette tradition que nous avons toujours eue, en dépit des difficultés auxquelles notre démocratie a pu être confrontée par moments, soit consolidée et que cette fois encore, nos élections se passent de façon que
tout le monde leur reconnaisse leur caractère libre et transparent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que nous améliorions notre score. Il faut que nous puissions bénéficier du soutien de ceux qui nous sont alliés aujourd'hui. Si nous faisons tout cela, mais que pour autant nous perdons le pouvoir, ce ne sera pas la fin du monde pour nous. Mais je pense que je suis raisonnable en étant optimiste. Très bien. Alors, Excellence, Monsieur Mohamed Bazoum, vous êtes le ministre nigérien des Affaires étrangères. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission, La Grande Interview.